Vous regardez C'est pas tous les jours dimanche et donc notre grand invité du soir, c'est le leader. 1,75 m. C'est ça, pas plus, à peu près comme moi, c'est la même taille. On dit leader de la France Insoumise, co-président de l'Institut La Boétie. Détendez-vous, faites comme vous voulez. Donc allez, leader de la France Insoumise, on va se dire les choses dès le début. C'est pas honteux. Absolument. Voilà. Merci beaucoup Jean-Luc Mélenchon d'être avec nous ce soir. On est ensemble pendant 1 heure et on va essayer de discuter, de débattre des grands sujets d'actualité. Et on va commencer par celle sans doute la plus brûlante, le drame qui se joue à Lampedusa, où plus de 11 000 migrants ont débarqué depuis moins d'une semaine. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, était ce matin même à Lampedusa. Et elle demande que les pays européens accueillent une partie des migrants. Question simple, est-ce que la France doit en accueillir? Est-ce que la France doit porter une part de ce fardeau? Ah ben oui. D'abord parce que je voudrais rappeler avant toute chose qu'il y a dans toutes les religions et toutes les philosophies un principe de base d'humanité et de fraternité. Qui n'est pas respecté par tout le monde. Non, mais nous... Certains disent, on se fiche que le pape, effectivement, appelle à la solidarité, à la charité. Oui, ils ont le droit. On écoute Mais pas ça. Ouais. d'une manière générale, je ne sais pas, moi, les croyants, les 3 fois du livre, se réfèrent à l'Exode qui dit les immigrés, tu t'en occuperas parce que tu as été en esclavage. Bref, je vous passe les religions et j'en viens à la relation. Ce sont nos frères et sœurs en humanité. Ils sont là parce que les dégâts en Libye, on a tous jeté des grosses larmes sur le sujet, ont été tels que beaucoup s'en vont. Et d'ailleurs, c'est nous, les Européens, qui avons détruit la Libye. Je donne tous ces arguments. Là, ce qui se passe en Libye, c'est la suite des inondations. Oui, oui. Moi, je parle du coup d'avant, qui fait qu'il n'y a plus d'État en Libye. Les Marocains ne sont pas partis par milliers dans la mer pour venir en Europe après le terrible séisme qu'ils ont eu. Pourquoi? Parce qu'ils ont un État, ils ont une organisation, une solidarité. Tout ça, en Libye, n'existe plus. Alors, ils sont là. Et il y en a, nous dit-on, 10 000. Tout le monde comprend qu'ils ne peuvent pas rester là où ils sont. Il y a 400 places. Et puis, pourquoi l'Italie toute seule? Parce qu'elle a ce bout de terre avancé en face de l'Afrique, devrait porter le poids de la responsabilité toute seule. Donc, qu'on s'y mette tous. Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'il y a un problème? Je ne dis pas un fantasme. Un fantasme, oui, il y a. Mais non, il n'y a pas de problème. Nous avons accueilli 4 800 000 Ukrainiens. Nous autres, les Français, un peu plus de 100 000. Là, si on se partage entre les 28 États, les personnes qui sont là, il y en a 250 par pays. Je pense que la France peut accueillir 250 personnes. S'il fallait les accueillir, moi j'enverrais quelqu'un qui dirait qui est-ce qui est francophone là-dedans. Et ceux qui sont francophones, bah, vous venez, si j'en ai 250, eh bien j'estime que j'aurais gagné la participation de 250 personnes à l'effort du pays. Jean-Luc Mélenchon, on entend ce que vous dites. Simplement, il y a les plus de 11 000 migrants qui sont arrivés depuis lundi dernier. Et il y a ce constat, ce phénomène plus large que tout le monde voit, qui est que l'Europe n'arrive pas à tarir ces sources d'immigration, le fait qu'elles continuent et qu'à un moment donné, des pays disent on ne peut pas, il y en a trop. Il y a un raidissement d'un certain nombre d'opinions publiques qui disent on veut moins d'immigration. Est-ce qu'on peut vraiment dire il n'y a aucun problème, il n'y a pas de sujet et on les accueille tous? Alors, bon, il faut éviter les formules qui sont tellement générales qu'elles ne veulent rien dire. Les accueillir tous, de qui parlez-vous? Des 250 millions de personnes qui vont quitter leur pays à cause du changement climatique? Depuis le début de l'année, c'est 126 000 personnes qui sont arrivées en Italie, c'est-à-dire un doublement par rapport à l'année précédente. 126 000, c'est pas un chiffre ridicule. Il faut qu'on s'y mette tous. On est 450 millions. Les Européens de l'Union européenne, ça va. Et surtout, disons les choses maintenant bien frontalement, la plupart des pays d'Europe ont besoin de l'immigration. Je répète, la plupart des pays d'Europe ont besoin d'immigration juste pour survivre. L'Allemagne, par exemple, est un pays qui ne reproduit pas la population allemande. Et pourtant l'Allemagne dit on ne veut pas contribuer à la solidarité parce que l'Italie ne respecte pas les règles européennes. Il y a toujours une bonne raison, et il y a toujours une bonne raison, mais moi ça m'est égal. De toute façon, les Français seront les plus nombreux avant la fin du siècle. Et chaque fois que les Français sont les plus nombreux, c'est rock'n'roll pour toute l'Europe. Donc, reprenons là où nous en sommes. Les Allemands, il leur manque plusieurs milliers de chercheurs, de scientifiques, etc. Si ce ne sont pas leurs propres enfants, vu qu'en plus, il y en a 25 000 par an qui s'en vont d'Allemagne, il faut bien que quelqu'un le fasse, à moins que l'Allemagne ait décidé de mourir. Alors c'est son problème. Et nous autres, les Français, nous avons besoin aussi de bras et de cerveau.
Et on nous y reviendra faisons dans quelques instants sur le Ah ben sujet oui, mais lié à l'immigration. Mais juste pour oui, bien oui, mais comprendre. attendez, sur ce point-là, qu'on m'entende bien, parce que là, je prends une responsabilité. Tout à l'heure, nous avons vu sur le plateau de BFM un monsieur, Jacobelli, je crois. Député du Rassemblement national. Bon, vu son nom, comme moi, Mélenchon, c'est un nom espagnol. Hein. Lui, c'est un nom italien. Il vient de la Moselle, je crois. Qui était en Moselle italien? Les mineurs de fonds qui venaient à l'époque prendre le travail des Français. Non, il est content d'être député français. Et moi, je suis content que tous les descendants de tous ces gens qui sont venus, aujourd'hui, sont citoyens français. La présidente, la vice-présidente de l'Assemblée nationale, Caroline Fiat, a une origine aussi en partie en Italie. Chacun d'entre nous, monsieur Duhamel, peut-être vous aussi, quand moi je suis né, alors là, bon, c'était pas la gloire, on avait un ancêtre sur 10 qui était un étranger. Aujourd'hui, c'est 1 sur 4. Lequel de nos ancêtres vous répudiez? Mais je viens sur le fond. Si les délires de M. Zemmour s'appliquaient, il dit il n'y a plus un émigré qui rentrera en France. Et lui dit, parmi tous ceux-là qui arrivent à Lampedusa, il ne faut en accueillir aucun. Il faut même faire en sorte de les renvoyer très rapidement, qu'ils ne puissent même pas traverser la Méditerranée. Oui. Ah non, mais d'accord, mais ça, c'est un autre sujet. Moi, je suis d'accord pour dire qu'il vaut mieux que les gens ne partent pas de chez eux, pour une raison humaine. Primo, secundo, parce qu'il y a un intérêt au développement de ces pays. Qui croyez-vous qui soit aujourd'hui en train de passer? Ce sont des gens, le plus souvent, qui ont une qualification. Pourquoi? Parce qu'eux ont les moyens de payer le passage, qui coûte horriblement cher chez les trafiquants. Donc, c'est une opération de pillage de la matière grise de ces pays qui se déroule en ce moment. Et vous avez en France des gens qui, la bouche en cœur, vous disent « Oui, oui, nous allons faire une immigration choisie et nous allons prendre les gens dans les métiers en tension. » Vous allez voir la liste, et dans les métiers en tension, vous trouvez toutes sortes de métiers de haut niveau de qualification. Ça veut dire qu'on se prépare à piller les autres, puis après on dira « Oh là là, ils arrivent à rien ». Mais Jean-Luc Mélenchon, on va parler dans un instant précisément de cette question qui est dans le texte de loi que propose le gouvernement. Mais pour que les choses soient très claires, vous demandez au président de la République d'accepter le fait de récupérer et d'accueillir un certain nombre de migrants qui sont arrivés à Lampedusa. Et vous dites qu'il faut qu'en Europe, il y ait une répartition, quitte à faire de la coercition. C'est-à-dire qu'on ne demande pas, parce que vous savez très bien qu'en Europe, il y a toute une série de pays, pays de l'Est, qui ne veulent même pas entendre parler d'accueillir certains migrants. Mais vous avez raison, 1000 fois raison. Et cette bande d'hypocrites qui est là tout le temps avec nos valeurs, ils se drapent dedans, ils font un numéro sur les valeurs humanistes, de liberté et tout ça, ils ont voté des dispositions en commun en disant « Bon, ceux qui n'en veulent pas, payent ». Alors on a dit « Vous voyez, c'est une amende ». Non, non, c'est les riches qui payent pour se débarrasser des pauvres, donc qui sont au début pauvres en effet en arrivant. Donc l'Europe a voté des règles qui permettent à ceux qui ont des sous, comme les Allemands, hein, à force de vendre des grosses voitures qui polluent tout, eh bien ils ont des sous et eux ils peuvent se payer de ne pas vouloir d'immigrer. C'est une honte absolue. Donc il faut que ce soit coercition. Nous les Français, nous sommes capables d'accueillir 250 personnes venant de Lampedusa. Je demande qu'on les accueille, on prend les 250 et on dit aux autres, ben faites-en autant. Et puis c'est pas tout. On dit on prend les francophones. Pourquoi? Parce que nous avons la chance, nous, pas les Allemands, d'avoir une langue en commun avec 700 millions de personnes à la fin du siècle. Jean-Luc Mélenchon, pour le coup, vous êtes clair, mais je voudrais vous soumettre un chiffre. Non, non, mais là-dessus, vous avez le mérite de la clarté. Vous dites il faut les accueillir sans embâche. Un chiffre. 51% de vos sympathisants de la France Insoumise, c'est un sondage BVA de février 2023, disent vouloir moins d'immigration. Est-ce que, pardon de vous le dire comme ça, vous n'êtes pas totalement décalé par rapport à ce que veulent non seulement les opinions publiques, mais même votre propre électorat qui dit il y a trop d'immigrés en France? Est-ce que vous n'êtes pas en décalage absolu? C'est-à-dire qu'il vous faut faire une grande distinction que vous allez comprendre parce que vous avez fait des études. Je ne gère pas des parts de marché, je ne tiens pas une épicerie. Je participe à la vie d'un mouvement politique dont les principes sont l'humanisme et une bonne et saine compréhension de ce que les êtres humains font quand ils sont ensemble et nombreux. D'accord? Je crois à la créolisation. Donc, c'est ça que j'ai à proposer. Si vous pensez que j'ai tort, ne pensez pas comme moi. Mais si vous pensez que ce que je vous dis a valu la peine que vous votiez pour moi, alors écoutez-moi et tâchez de comprendre ce que j'explique. Pesez vos arguments. Et puis voilà. Mais moi, je ne changerai pas. Est-ce que ce n'est pas, au fond, un formidable tract pour Marine Le Pen, Reconquête, Éric Zemmour, quand on voit ce mouvement profond qui traverse toutes les opinions publiques européennes de rejet, de refus de l'immigration? Et voilà. Alors autrement dit, pour vous suivre, si je devais conserver l'estime de ces gens, je devrais dire comme Madame Le Pen et Monsieur Zemmour. C'est bien ça, j'ai compris?
C'est ce que vous venez de dire. Non, attendez. Mais si pourriez... si vous dites c'est un tract, eh bien, si Madame Le Pen a réussi à marquer l'opinion, et Monsieur Zemmour, au point qu'il y ait une vague de gens qui croient qu'il y a 30% d'immigrés dans ce pays, alors qu'il y en a 8%, à qui doit-on s'en prendre? Au tract que vous avez vu diffusé des milliers de fois par des milliers de militants zemmouristes ou le pénistes? Non, aux médias qui ont cultivé cette fleur vénéneuse pendant des mois, des années. Les immigrés ceci, les immigrés cela. Non mais si, madame. Écoutez-moi, monsieur Duhamel, on a le droit, vous avez le droit de penser que non. Et moi, j'accuse le système médiatique d'avoir fait le lit du pire. Et avant, dans chaque grande crise du capitalisme, et nous sommes dans une grande crise, c'est plus que le capitalisme maintenant, c'est carrément la civilisation humaine. L'adversaire a besoin d'empêcher le peuple de se constituer comme une force politique. Donc il faut qu'il le fragmente. Alors c'est la couleur de peau, c'est la religion, c'est un classique. Avant la Deuxième Guerre mondiale, on s'en prenait aux Juifs, aux Métèques. Mon grand-père, qui était un Espagnol, avait ses papiers français, et Pétain, le traître à la patrie, avait décidé qu'on enlevait les papiers, il appelait ça les Français de papier. Donc ça a toujours été la tactique des dominants est de fragmenter le peuple. D'abord, réponse sur les médias, on montre mais vous ne représentez pas les médias, enfin. Non, mais bien sûr que non, mais bon. On montre en tout cas ici des reportages, il y a des envoyés spéciaux qui sont là-bas et qui décrivent la réalité. Mais au fond, si je vous comprends bien, ceux-là même qui, dans votre électorat, disent on veut moins d'immigration, c'est quoi? Ils sont racistes, ils comprennent pas Non, je pense qu'ils ont peut-être pas assez réfléchi au problème, et c'est mon rôle. Après tout, je comprends qu'ils ont autre chose à faire dans la vie. Mais moi, ça a été mon métier, en quelque sorte. Hein. Travailler, regarder les fiches, les données, etc. Je leur dis aux gens, vous êtes prêts à payer à la place des immigrés que vous voulez foutre dehors ou des clandestins que vous voulez réprimer? Vous êtes prêts à payer leur part d'impôts sans lesquels vous ne pouvez pas avoir vos écoles, vos routes, etc. Vous êtes prêts à aller faire le travail? Vous êtes prêts? Non. Alors, écoutez, mettons un peu d'ordre dans tout ça. Regardez-moi, vous m'avez estimé assez pour voter pour moi. Je suis l'arrière-petit-fils de pauvres gens immigrés en Algérie, arrachés à la misère de l'Espagne profonde. Bon, ça va, regardez, je me suis rendu utile, j'ai été prof, j'ai été journaliste, j'ai contribué, je crois, à la renommée de la France. Bon, vous, monsieur Duhamel, je ne sais pas, vous avez peut-être aussi un grand-père ou un... Vous n'allez pas le renier quand même, non? Non mais... Moi, voilà. J'essaye dans les questions que je vous pose de comprendre ce qui traverse la société française. Est-ce que vous êtes un no-border? Est-ce que vous dites au fond les frontières, à partir du moment où on peut accueillir tout le monde, que vous dites aucun problème, c'est 250 migrants, et s'il y en a plus, il y en aura plus, est-ce que ça veut dire que les frontières... Ah non, surtout ça n'a pas d'intérêt. Et que dans ce cas-là, on peut accueillir, pour reprendre la phrase de Michel Rocard, toute la misère du monde. Non, il disait qu'on ne pouvait pas l'accueillir. Oui, eh bien, je reprends cette phrase. Attendez, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, mais on doit en prendre notre part. C'est pas un problème de misère, l'affaire des frontières. Les frontières, c'est parce que nous sommes un État. Et un État a des lois qui s'appliquent à ses ressortissants et à ceux qui viennent. On ne rentre pas et on ne sort pas, ou alors on dit il n'y a plus de visa, il n'y a plus de passeport, tout ça n'existe pas, rentrez et sortez comme vous voulez. Cela signifie quoi, monsieur Duhamel? Que font les gens qui viennent, même clandestins, à votre avis? Vous pensez qu'ils vont au premier bureau de la sécurité sociale, comme le racontent les fascistes, pour avoir de quoi payer je ne sais quoi? Non, ils se cachent. Et comment ils vivent? En travaillant en cachette. C'est-à-dire que la main-d'œuvre clandestine immigrée est la matière première de l'exploitation. Si donc je venais à gouverner, ou mes amis, ce pays, on commencerait par une vague de régularisation. Massive de tous ceux, c'est-à-dire toute personne sur le territoire qui est entrée, même clandestinement, même frappée d'une obligation de quitter le territoire français, est régularisée par le seul fait qu'elle est sur le territoire français. Parce qu'elle travaille. Donc on commencerait par ceux qui travaillent. Tous ceux qui travaillent ont droit à des papiers. Tous ceux qui travaillent, qui ont un contrat ou pas de travail, parce que souvent ça, ont droit à des papiers. Il faut régulariser tous les travailleurs. Et maintenant, je vais vous dire encore autre chose. Il faut arrêter le cinéma avec les immigrés qu'on va expulser. Tout ça, ce sont des paroles qui n'ont aucun sens concret. Pourquoi? D'abord, commençons par demander, il y en a combien qui sont clandestins, puisque vous voulez les foutre dehors? Combien il y en a? Ah ben justement, comme ils sont clandestins, on ne sait pas. Alors on évalue. Ça va entre 200 000 et 800 000. Eh bien, monsieur Duhamel, pour les sortir, il ne vous reste plus qu'à faire des grosses prières. Pour qu'ils aillent tous au même endroit. D'accord? Parce que 400 000 personnes à sortir du pays et les envoyer ailleurs, vous savez combien ça coûte de foutre quelqu'un dehors? 13 000 €. Alors, allez-y, allongez les chèques.
personne ne repartira de ce pays en masse et en proportion de ceux qui sont entrés. C'est un mensonge. Donc Jean-Luc Mélenchon, si je vous écoute bien, le projet du gouvernement consistant à dire on régularise dans les métiers en tension et on expulse mieux et plus, vous ne voulez même pas en entendre parler. Mais attendez, j'ai pas le choix, on va en entendre parler. Il y a à peu près une loi tous les ans ou tous les 2 ans sur l'immigration depuis 30 ans qui n'ont abouti strictement à rien. Et puis vous avez une bande d'énergumènes qui est là autour et qui dit allez, qui en rajoute, ces Zemmour et compagnie. Rien de tout ça n'a de sens. Rien. Et je préfère vous dire que ça en aura encore moins. Pourquoi? Parce que le changement climatique va précipiter des dizaines de milliers de gens, c'est déjà commencé. Vous savez, les premières frontières qui sont enfoncées aujourd'hui, c'est pas celle de l'Europe, c'est celle de tous les pays du Sud. Parce que... Juste une partie, vous regrettez que vos camarades de la NUPES, une partie, aient signé avec l'aile gauche de la majorité pour appeler à régulariser les travailleurs des métiers en tension? Quelques personnes, c'est sans signification. Vous verrez à la fin que la majorité des députés de la NUPES ne votera pas cette loi parce qu'elle est absurde. Les métiers en tension, je vais vous donner un exemple, on ne va pas aller chercher les comptables et les médecins. Et ensuite, on va parler de harcèlement Non mais d'accord, scolaire, vous pourriez même pas être soigné si on foutait dehors les médecins en France et les infirmiers. Mais prenons des métiers plus simples. Alors vous allez dire, tenez, on prend 1000 maçons cette année. Très bien. Ah, pas de bol, il y en a 1200. Qu'est-ce que vous faites des 200 autres? Vous êtes exactement au même problème que l'instant d'avant. Tout ça n'a pas de sens. Et je dois vous dire que vous serez tous obligés de... Je dis tous parce que je serai dedans, bien sûr, mais peut-être que ça me concernera moins longtemps que vous. Hein, mais vous serez obligés de vous poser d'autres questions. Vous ne pourrez rien contre le fait que les êtres humains se déplacent. Monsieur Duhamel, les rats, les cafards et les êtres humains sont les seuls qui ne sont pas attachés à un biotope. Ils peuvent vivre n'importe où. Et n'importe quel être humain veut que ses enfants vivent mieux que lui-même. Et vous ne pouvez rien contre ça. Alors tâchons d'en faire une richesse. Est-ce que je vous pose un problème, moi, à part mon discours qui peut être imposant? Je vous dirai ça dans 40 minutes. D'accord. Mais des comme moi, il y en a des milliers. Avançons si vous le voulez bien. Monsieur Duhamel, je termine là-dessus. La première chose à faire, mettons le maximum d'argent pour accueillir proprement les gens et surtout éduquer les enfants. On vous a entendu. Éduquer encore et encore parce que ce sont des cerveaux qui seront mis à la disposition de la patrie républicaine. Parler d'éducation. Autre sujet d'actualité qui a frappé et ému toute la France, c'est la question du harcèlement scolaire avec le suicide du jeune Nicolas harcelé à Poissy. BFM TV révélait hier la lettre du rectorat menaçant ses parents d'une plainte pour dénonciation calomnieuse alors même qu'ils essayaient d'alerter l'éducation nationale. Nous étions victimes, nous sommes devenus coupables, dit la maman de ce jeune Nicolas. Gabriel Attal a parlé d'une honte, a lancé un audit auprès des rectorats. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour lutter contre le harcèlement scolaire, Jean-Luc Mélenchon? D'abord, il a bien fait de faire un audit. Ce rectorat de Versailles, il y a un problème. Déjà, dans l'affaire Samuel Paty, j'avais levé le fait qu'il avait été alerté et qu'il ne s'était rien passé. C'est tout juste si Paty ne s'était pas fait engueuler. En tout cas, l'établissement. Et j'avais mis en cause le rectorat. Alors le ministre était monté sur ses grands chevaux et avait dit « vous n'avez pas le droit de mettre en cause des fonctionnaires ». Oui, mais... Rappelons que la rectrice qui était en fonction à l'époque ne l'est plus. Hein. Oui, bien sûr. Mais c'est pour dire que peut-être a-t-on introduit dans ce rectorat une, comment dire, comme ils disent, ils veulent gérer ça comme des entreprises. Mais l'éducation nationale n'est pas une entreprise. Ils ont donc un comportement, comment dire, un comportement managérial. Ils ne comprennent pas qu'on parle... C'est pour ça qu'il faut mettre à la tête d'un rectorat quelqu'un qui vienne de l'éducation nationale. Quel qu'ait été son rôle avant, il sait qu'on parle de gosses, d'éducation et de tout ça. Mais ce qu'on voit bien, Jean-Luc Mélenchon, c'est que là, c'est pas seulement la question de la personne qui est à la tête du rectorat, c'est une succession de dysfonctionnements. Absolument. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour éviter que ça arrive? Est-ce que c'est une question d'argent? Est-ce que c'est une question de formation? Est-ce que c'est une question de sanctions vis-à-vis des parents d'enfants harceleurs? Non, ça on le met de côté. Ah bon? Bah oui, on est en République ici, vous l'avez sans doute noté. En République, le principe de la responsabilité collective n'existe pas. Vous le savez? Si, dans le code pénal, il y a des dispositions pour responsabiliser les parents. Oui, quand vous êtes en bande organisée. Je le sais, puisqu'on accuse toujours des militants d'être en bande organisée. C'est avec ça qu'on essaye de nous flétrir et de nous calomnier judiciairement. Les parents n'ont pas de responsabilité concernant l'éducation de leurs enfants quand des enfants harcèlent, insultent. En l'espèce, c'est ce qui s'est passé avec le jeune Nicolas. Attendez, j'y viens. Les parents font ce qu'ils peuvent, le plus souvent. Il peut y avoir des parents qui sont au-delà de la ligne. Là, on parle des parents, d'accord? Après, on parle de l'école. Mais parlons des parents. Si vous examinez les causes du harcèlement, examinez-les. Ce sont des injures grossophobes, comme on dit. C'est-à-dire, si à la maison, pour injurier quelqu'un avec qui on est fâché, les parents disent « oh, l'autre gros lard », ils participent à la
fabrication d'une mentalité. Si, à la maison, on insulte les homosexuels, parce que, des fois, parlons cash, on ne voudrait pas que ce soit son gosse. Et donc les parents sont responsables Les parents, dans ce qu'ils disent. tous les adultes, vous aussi, moi, à cet instant, notre manière de parler, notre manière de... La jeune génération est à notre charge. Donc, à tous, pas seulement nous, hein, pas seulement les parents directement. Donc, c'est toute la société et ses manières de se comporter. Mais franchement, avec ça, on fait rien. On est à un niveau tel de généralité que qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? Ouais, On attend que l'humanité soit meilleure. C'est important de poser le constat. Donc, Oui, qu'est-ce qu'on mais fait bon, de plus? que les parents réfléchissent. Mais de là, aller les punir, c'est la mode en ce moment. Il y a un problème, c'est de la faute des parents. On sait tous que la vie de famille est très lourdement, aujourd'hui, impactée par les conditions matérielles d'existence. Les gens ont faim à la maison, les gens ont froid, les gens ont trop chaud et il ne se passe rien. Et pour des millions de familles, la première question qui se pose dans la vie, c'est survivre jusqu'à la semaine suivante. Donc je trouve qu'il y a une forme de lâcheté à s'en prendre aux parents. Maintenant, voyons l'acte éducatif, parce que c'est le plus important. Et d'abord, je vais vous dire une chose d'anciens profs. Ce sont des enfants, des mineurs auxquels nous avons affaire. Tout ce qui leur arrive nous concerne d'un point de vue pédagogique. Est-ce que la science pédagogique, la pratique pédagogique, la formation pédagogique a progressé en même temps que les moyens qui se sont développés de connexion entre les jeunes gens? Vous savez, du harcèlement, j'en ai été victime en 1962, alors c'est pas d'hier. Hein. Vous aviez à l'époque? Eh ben, j'avais 11 ans, 12 ans. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Bico, raton, rentre chez toi, etc. Parce que vous, rappelons-le Parce que pour ceux qui nous j'étais pied regardent, noir. vous veniez de Tanger. Oui, oui. Et donc, bon, comme vous avez fait l'objet de Ben, à ce votre type avis, d'insulte. comment ils avaient trouvé ça? C'est à la maison. À la maison, les parents disaient les pieds noirs, si, c'est des bicots et tout ça. Alors, ils revenaient à l'école, ouais, bicots, voilà. Bon, on a toujours connu ça. Mais à l'époque, si vous voulez, il n'y avait pas la capacité de harcèlement qu'il y a aujourd'hui par un certain nombre de liens. Donc, il y a des associations qui ont compris ça, qui ont mis au point des méthodes. Il faut les aider. Elles ne sont pas en capacité d'avoir assez de personnel pour faire face aux situations. Parce que ça peut être un coup dans ce lycée, puis après c'est le collège là-bas. Bon, il faut donc qu'on ait en quelque sorte des gens capables de bouger. Les profs. Mais c'est-à-dire concrètement, il faut des personnels d'éducation en plus formés. Mais vous vous rendez compte que du nombre de profs qui manquent aujourd'hui à cette rentrée, le nombre d'établissements où il n'y a pas de CPE, maintenant on dit ça, c'est un grand mot. De mon temps, on appelait ça le surge, le surveillant général. Pourtant, le budget de l'éducation nationale n'a jamais été aussi abondé. Alors c'est que les gens doivent le voler, qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez une explication à me fournir? Non, moi, je vous pose la question. Non, vous ne me posez pas une question, vous dites une bêtise, pardon de vous le dire. Sur le budget de l'éducation nationale? Le budget a augmenté, peut-être bien, mais est-ce que ça répond au problème qu'il n'y a pas de profs? La preuve que non, c'est qu'il n'y a pas de profs. Ou alors vous me dites que quelqu'un a volé le budget? Parce qu'il y a des problèmes d'attractivité du métier, qu'on a du mal à recruter. Pourquoi? Parce que sans doute le métier n'est pas assez payé. Parce que c'est mal payé. Parce que la difficulté est plus grande aujourd'hui qu'elle n'était il y a 30 ou 40 ans. Quand moi j'ai voulu être prof, je faisais de la philo. Il y avait 50 postes en philo et 2300 candidats. Mais Jean-Luc Mélenchon, ce que j'entends, c'est que vous dites qu'il n'y a pas moi, j'ai renoncé avant même d'avoir commencé. Il n'y a pas de solution miracle contre le harcèlement scolaire. Il n'y a pas de solution si on ne se met pas au boulot. Si on dit c'est de la faute de la famille, c'est de la faute des enseignants, on a perdu d'avance. Et des harceleurs, éventuellement les mettre dans... On sait que maintenant, désormais, c'est à eux de quitter les établissements. Est-ce qu'il faudrait... Éric Zemmour, ce midi, disait qu'il faut les mettre encore plus dans un établissement, sorte de lieu de redressement, les enfants harceleurs. Bon, d'abord, Éric Zemmour, qui est un journaliste, donc il sait tout. Il sait aussi la pédagogie, comment on fait, comment on accueille des enfants, comment on les élève, etc. Tout ça est absurde. Est-ce qu'on peut avoir simplement l'humilité d'arrêter de croire que tout le monde est capable de savoir comment on enseigne? Pourquoi il n'y a pas de psychologue scolaire dans les établissements ou un pour je ne sais pas combien? Pourquoi il n'y a pas de médecin? Ça, c'est pas un problème. Donc, le jeune harceleur, c'est une partie du problème. D'abord, est-ce que vous savez que souvent le harcèlement est collectif? C'est-à-dire que ce sont des groupes. On voit bien qu'on a un travail pédagogique, d'éducation à mettre en œuvre. Il faut que le jeune ou la jeune harcelée puisse aller se plaindre à quelqu'un à qui, s'il n'y a pas de surveillant général, s'il n'y a pas de psychologue, s'il n'y a pas d'infirmier. Il faut donc du monde, du monde, du monde. Quoi qu'il en coûte, le jour où il y aura un gouvernement insoumis, on mettra le paquet. Et d'abord, on commence par embaucher définitivement les gens qui aujourd'hui sont précaires. Je pense les assistants, vous savez, qui s'occupent des gosses handicapés. Pardon, mais le gosse handicapé, lui, prend cher. Hein, parce qu'il a un handicap. J'aimerais qu'on avance sur la question de l'éducation. On a parlé du harcèlement scolaire. Il y a un autre débat qui a agité l'école en cette rentrée. C'est l'interdiction des abayas. La France insoumise a jugé successivement cette interdiction
raciste, islamophobe, interdiction pourtant validée par le Conseil d'État. Vous manifesterez le 23 septembre prochain pour une marche, notamment contre les violences policières, mais aussi contre l'interdiction des abayas. Ça veut dire que la gauche laïque manifeste pour se battre pour le droit de porter ce qui a été considéré comme un signe religieux ostentatoire à l'école. Oui, alors la gauche est laïque, comme vous venez de le dire. Ce n'est donc pas la ramassie d'hypocrites du camp adverse, qui pousse des grands cris sur les abayas, mais ensuite va dans la messe du pape. Alors, vous reconnaîtrez, Jean-Luc Mélenchon, dans mon interdiction, dans mon commentaire, je montrais le décalage qu'il y avait entre une gauche qui se dit laïque et qui désormais la gauche est laïque. Va manifester pour défendre le droit de porter un signe religieux ostentatoire tel que ça a été jugé par le Conseil d'État. Non, peut-être le Conseil d'État est-il un spécialiste, c'est pas ça qu'il a jugé, de la religion, et M. Attal, élève des écoles privées et qui ne connaît rien à l'islam, a décidé que l'abaya était une tenue islamique. Mais vous, moi, on a un peu de culture, non ? Donc on a regardé, vous êtes comme moi, racontez pas d'histoire, vous ne saviez pas ce qu'était une abaya avant que cette histoire arrive. Bon, alors moi j'ai demandé, qu'est-ce que c'est ? Vous étiez au courant ? Il s'avère que je vous avais posé la question sur un autre plateau il y a quelques mois, donc oui, la question des abayas est une question qui existe. Vous semblez balayer ça d'un revers de main. Oui, bien sûr. 67 cas de gens qui finissent par refuser de l'enlever, ça représente 0,005% des effectifs de scolarisés. Et si on les met là où c'est-à-dire dans les lycées, c'est 0,000, vous rajoutez un 0,5. Autrement dit, on a pris en otage la pensée de toute la France pendant 3 semaines sur une tenue dont je vais vous dire un mot dans un instant, mais pour parler de ça. Mais si vous vous souciez de la santé morale des enfants... Non, moi, pardon, monsieur. Pardon, Jean-Luc Mélenchon, mais moi, je me soucie... Pardon, j'enlève le vous. Mais je me soucie de ce que dit la France insoumise, l'interdiction des abayas. Raciste, islamophobe. Est-ce que, quand vous dites cela, pardon, mais vous fragilisez incroyablement les proviseurs, les professeurs qui, sur le terrain, ont à appliquer cette règle qui, pardon de vous le dire, a été confirmée par la justice administrative. Vous me demandez pardon, je ne vous pardonne pas. Parce que vous posez la question dans un ordre qui n'est pas écoutable. Est-ce que vous vous rendez compte de tous les gens que vous avez montrés du doigt ? Quelqu'un a décidé dans un ministère que l'abaya était une tenue religieuse. Les religieux musulmans ont dit, mais pas du tout. Savez-vous pourquoi ? Donc vous vous fondez sur l'avis des religieux du Conseil français du culte musulman ? Maintenant, c'est l'État qui fixe ce qu'il y a dans la religion. Voilà une nouveauté, monsieur, vous n'êtes pas laïque. Et donc ça veut dire que vous considérez que le CFCM dit le vrai en l'espèce ? En ce qui concerne l'islam. Parce que moi, je prétends pas être un docteur de l'islam. Vous, oui, mais pas moi. Moi, quand on demande... Si, vous venez de le faire. Vous pensez que le Conseil d'État, c'est ce qui est juste en matière de droit religieux. Alors, je vais vous dire, le Conseil d'État pourrait donc refaire un concile sur l'Église catholique et décider que, puisque les évêques ne sont pas élus, ils n'ont aucune autorité. Qu'est-ce que vous en pensez ? Non, mais attendez, on est en République, on pourrait élire tous les responsables. On essaye d'avoir ce débat et cette discussion la plus calmement possible. Dans les arguments... Mais je suis très calme, c'est vous qui ne l'êtes pas, vous devenez nerveux. Là. Moi je ne suis pas du tout nerveux. Mais si, parce que vous êtes pris à revers, l'abaya n'est pas une tenue religieuse. Jean-Luc Mélenchon, quand les enquêtes que BFM TV a pu faire démontrent que des prédicateurs sur les réseaux sociaux, sur TikTok, incitaient des jeunes filles à porter des abayas pour aller tester les règles de la laïcité, pardon, mais il ne faisait pas ça simplement pour le plaisir de demander à des jeunes filles de porter ces abayas. C'était bien qu'il y avait un projet politique et religieux derrière. À ce moment-là, il y a eu un projet, grâce, comme toujours, à une forme d'offensive. Parce que ce que vous n'avez pas l'air de savoir, vous ne m'avez pas posé la question. Les religieux disent que ce n'est pas un vêtement religieux. Pourquoi, à votre avis ? D'où vient la mode des abayas ? Elle vient notamment du Golfe, d'Arabie Saoudite, du Qatar, où des jeunes filles disent porter des abayas au nom de la pudeur. Est-ce que ça, c'est quelque chose, vous dites laïque pour l'égalité femmes-hommes, le principe d'une tenue qui permette d'assurer la pudeur des femmes, c'est quelque chose qui vous premièrement, laissez les femmes évaluer elles-mêmes où est leur pudeur, et ne vous en mêlez pas, s'il vous plaît. Deuxièmement, ce que vous ne savez pas, c'est que certaines branches de l'islam, notamment au Qatar et en Arabie Saoudite, considèrent que l'abaya est une tenue indécente. C'est la raison pour laquelle les sages, qui sont dans le conseil, qui décident de ce qu'il y a dans la religion musulmane, ont décidé que ce n'était pas une tenue religieuse parce qu'ils n'avaient pas l'intention de se disputer entre eux sur la manière de s'habiller. Il y a dans l'islam des traditions différentes. Et ce n'est pas à nous de décider ce qu'il y a dans la religion. Si vous faites ça, vous n'êtes pas laïque. Quand les durs de la laïcité, mes ancêtres, ont demandé à l'Assemblée nationale, à Briand et aux autres, de mettre l'interdiction de s'habiller dans la rue avec des chasubles qui étaient celles des prêtres, les autres ont dit « Ah ben, il n'en est pas question, se met une chasuble qui veut ». Et c'est comme ça qu'ils ont répondu.
Donc, ne décidez pas de ce qui est de la religion à la place des religieux. Deuxièmement, cessez de mettre en cause toujours les habits des femmes. Parce que vous êtes légèrement obsédé. Jean-Luc Mélenchon, ça tombe très bien, vous me faites la transition. Je voudrais vous faire écouter quelqu'un qui parlait de la laïcité et précisément du voile. C'était en 2015. Écoutez. La liberté de se voiler la tête, que voulez-vous qu'on y fasse? Bon, c'est un problème, mais mes amis, mes camarades, là je parle à mes camarades à travers vous, il y a des chrétiens dedans, c'est à vous de faire le travail. C'est à vous d'aller parler avec les gens, dire mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est à vous d'aller dire, tu m'offenses par ton comportement, parce que moi qui crois ceci ou cela ou qui ne crois rien, je crois à l'égalité de la femme et de l'homme, et je n'ai jamais cru que Dieu veuille rabaisser l'un par rapport à l'autre. Alors pourquoi tu acceptes un signe de soumission? Et on le ferait avec gentillesse. Vous assumez avoir évolué sur la question de la laïcité? Comment on peut passer de ce que vous dites là sur le voile à la défense Parce que vous n'écoutez rien et que vous n'entendez que ce que vous avez envie d'entendre. Je le redis pour que vous le compreniez. Si vous estimez que le fait de porter un voile abaisse la femme par rapport à l'homme, si vous estimez, c'est ce que vous comme vous pensez? ne pouvez pas... Non, non, mais attendez, foutez-moi la paix, je crois ce que je crois et ma religion ne vous regarde pas. Jean-Luc Mélenchon, c'est ce qu'on vient d'entendre, c'est ce que vous non, dites. non, laissez-moi terminer, n'essayez pas de retourner les gens comme ça, là, ces méthodes vicieuses là, que vous avez. Non, mais c'est tous les plateaux, c'est pas vous, Benjamin Duhamel, je serais pas venu, sinon. Bon, non, c'est comme ça tout le temps. On me ressort des trucs que j'ai dit il y a 10 ans, etc. Je vous redis, si vous estimez que c'est un signe d'inégalité et d'abaissement des femmes, d'abord, vous pouvez interroger les femmes qui mettent en voile et vous dites, moi, je ne m'abaisse pas devant un homme, je m'abaisse devant Dieu. Il y a un débat de dire, bah, peut-être bien, mais je ne pense pas ça. Alors, vous devez aller discuter avec cette femme et le lui expliquer. Mais vous ne pouvez pas, par la loi, interdire de porter le voile dans la rue parce qu'en France, n'existe pas la police du vêtement. Par contre, à l'école, nous interdisons tous les signes religieux ostentatoires. Et pas que, il y a aussi les signes politiques. Alors, vous n'avez pas le droit de vous mettre le phi des Insoumis, vous n'avez pas le droit de vous mettre une faucille et un marteau, et vous n'avez pas le droit non plus à des signes religieux comme un crucifix ou autre. Voilà ce qu'on a décidé. Et ça, c'est la loi. Et comme elle est là, elle est bien. Je trouve qu'elle est bien. Mais je vous le redis, si vous pensez que c'est un signe d'abaissement, votre travail ne consiste pas à aller demander à d'autres de faire ce que vous pouvez faire vous-même. Dites-le aux gens. Mais vous le pensez? Pour ma part, une fois, il m'est arrivé de croiser dans une gare, la gare du Nord, quelqu'un qui portait une burqa. C'est interdit. Et il y avait là 4 policiers. Qu'ont fait les 4 policiers? Ils sont partis de l'autre côté, faire des contrôles pour un type isolé, le fouiller des pieds à la tête, si possible noir ou arabe, parce que c'est eux qui sont contrôlés. Et cette femme, c'est moi qui lui ai dit, madame, je ne suis pas d'accord avec ce que vous faites là. Je ne suis pas d'accord. Vous violez la loi. Je ne suis pas d'accord et je vais vous dire pourquoi. Et je vais expliquer pourquoi. Et puis comme elle commençait à répondre un peu haut, je lui ai dit, écoutez, si vous mettez ça, c'est par un signe de pudeur à l'égard des hommes. Donc ne me répondez pas comme vous le faites. Je pense que chacun doit assumer une attitude et avoir pour point de départ l'idée qu'on vit ensemble. Alors, il y a des règles de la vie, mais il ne faut pas les règles comme ça, les appliquer d'une manière aveugle en flétrissant toujours les mêmes. Je vais vous dire, si je devais me retrouver en arrière, à l'époque où vous avez montré ça, en 2015, je n'aurais pas parlé comme ça. Parce qu'à l'époque, je n'avais pas conscience de l'islamophobie virulente qui règne dans ce pays et qui est une offense. Certains disent que vous avez évolué par clientélisme, parce qu'il y a un électorat dans les banlieues qui vote pour vous et que donc... Vous voulez que je change de clientélisme, c'est ça? Non, que je fasse plaisir à ceux dont la vocation est de haïr les musulmans? Moi, je suis d'abord français. J'ai la religion de la République. 6 millions de nos compatriotes sont musulmans. Dans ce pays, on s'est entretués pendant 3 siècles entre catholiques et protestants. On a persécuté les juifs pendant 1000 ans. Ça suffit. Maintenant, nous vivons ensemble. Il y a des règles, à certains moments, à certains endroits, dans certaines conditions. Le président de la République n'a pas à accepter d'être chanoine de Latran, ni coprince d'Andorre. Nous sommes une République. Le président de la République, ni aucun élu n'a sa place dans une cérémonie religieuse. C'est-à-dire, on est contre l'interdiction des abayas, mais par contre, on considère que le président de la République ne doit pas assister à une messe au stade Vélodrome. C'est pas une laïcité à géométrie variable? Je crois que c'est vous, là, qui êtes en train, devant tout le monde, de procéder à une laïcité à géométrie variable. Non, je vous pose la question. Non, mais vous êtes contre l'abaya pour des raisons religieuses. Je suis contre rien. Non, on a compris que vous étiez pour tout et contre rien. Me racontez pas d'histoire, Benjamin Duhamel, c'est pas le sens des questions que vous avez posées. Donc l'abaya est un signe religieux, on l'interdit. Le président de la République, laïque, loi 1905, doit aller à la messe. Non mais vous foutez de qui, là? Y assister, sans communier, comme a pu le faire le général de Gaulle, Valéry Giscard d'Estaing. Vous n'y seriez pas allé? Non, je l'ai toujours fait. Tout le temps où j'ai été élu, j'ai toujours refusé d'aller. Pourquoi? Parce que je considérais que je représentais le peuple français tout entier. Mais je ne vous cache pas que
il m'est arrivé de me dire, tiens, à telle ou telle cérémonie, mais après je me retenais en me disant, bah non, je représente tout le monde, donc je n'ai pas... Voilà. Le général de Gaulle que vous citez, bon, le général de Gaulle, c'était pas non plus son habitude d'aller à toutes les messes. Et je vous signale que les grands-messes de la victoire contre les Allemands, les présidents du Conseil ne sont jamais allés au Te Deum que l'on a célébré à cette occasion, et j'en félicite les catholiques, car la victoire sur les Allemands était très importante. Bien, donc là, nous sommes dans une situation où il est intolérable, à mon avis. Si le président voulait se rendre utile, tenez, parlons-en, au lieu d'essayer de récupérer... Et après, on va avancer un petit peu, parce que, hélas, le temps file. Mais puisqu'on y est, on ne va pas parler que de la baya, il en faut pour tout le monde. Puisque le président veut à tout prix coller comme ça au pape, qui lui a dit, écoutez, moi je viens pas, je viens là pour autre chose, je viens, c'est pas une visite d'État. Il vient en tant que chef spirituel des catholiques. Et je le dis, il est le bienvenu en France. Le président de la République, s'il veut se rendre utile, ben je lui suggère un moment... La fin de la conférence des évêques, il pourrait y aller, il y a un petit pince-fesse là à la fin. Bon, mettons, on met ça de côté. Quand le pape va sortir de Notre-Dame de la Garde, n'est-ce pas, il va se tourner, il y a une petite place, et ils vont faire une commémoration œcuménique, c'est-à-dire qu'il y a tous les cultes qu'il y a là, à la mémoire des morts en mer. Et il se trouve que c'est en haut de la rue où il y a 1300 tabors marocains qui sont morts en prenant d'assaut Notre-Dame de la Garde contre les nazis. Là, il pourrait y venir. Donc, plutôt cette cérémonie œcuménique que pas la messe au Vélodrome. Mais c'est pas la messe. Vous savez, quand le pape est venu à Strasbourg, j'étais député européen. On est sortis à deux de l'amphi, c'était pas grand. Hein. Je lui ai dit, monsieur le pape, bienvenue à Strasbourg, à la cathédrale, pas au Parlement. Et le pape, comme il est là, avec qui vous avez que j'ai des raisons de sympathiser, compte tenu de sa magnifique encyclique Fratelli Tutti, ou bien de Laudato Si, qui est un des plus beaux textes qu'il ait écrit, donc qui se retrouve, avec qui je trouve des points de, comment dire, de contact idéologique très étroits, hein, dans la protestation contre le capitalisme. Mais néanmoins, moi, je n'irai pas à la messe. Et pourtant, je ne suis plus élu. Et je suis d'une famille catholique. Et on vous a entendu sur ce sujet. J'espère. On avance, on parle un petit peu de la NUPES, on continue à aller sur les sujets consensuels, évidemment. Oui. La NUPES qui n'est pas très bien en point, on peut le dire. Dernier épisode en date, ces échanges interposés entre le patron du Parti communiste, Fabien Roussel, et vous-même, pour ceux qui nous regardent, Fabien Roussel qui a donc appelé à envahir les préfectures. Vous avez condamné cet appel en disant que ça n'avait pas été discuté. Et voilà ce que vous répondez, Fabien Roussel, c'était à la fête de l'Humanité. Oui, ça m'étonne de Jean-Luc Mélenchon. Je trouve qu'il mollit un petit peu. Mais bon, après, avec lui, ils me disent comment il fait pour agir sur le gouvernement. Jean-Luc Mélenchon a molli, dit Fabien Roussel. Vous avez molli, Jean-Luc Mélenchon? Je ne sais pas, peut-être qu'il me voyait d'une manière qui n'est pas la mienne. Moi, je n'ai jamais appelé, surtout après l'incendie de la préfecture du Puy-en-Velay, je pense qu'il faut quand même qu'on fasse attention à ce qu'on dit, parce que, ou bien on est juste là pour faire les rigolos, on saute sur la table et on rigole, et on dit, allez, on va envahir les préfectures, puis même rajouter les stations essence et les supermarchés. Il s'est repris d'ailleurs, Fabien Roussel, depuis, il a dit, c'est un appel pacifique. Voilà. Donc il a molli lui aussi, si je vois bien. Bon, parlons sérieusement. Depuis le premier jour de la NUPES, alors avant la NUPES, oui, Mélenchon, abominable sectaire, veut s'entendre avec personne. On fait la NUPES. 21 sièges pour les Verts, qui n'en avaient que 18. 21 sur 151, ils en avaient 18 avec les socialistes sur 300. Des socialistes réélus, les communistes réélus, grâce à la NUPES, et nous aussi. Le lendemain, les mêmes consignaient un contrat, disent « Ah non, c'est pas un contrat, c'est pas un programme de gouvernement. » Ça veut dire que les programmes, ils s'en foutent toujours. Il ne faut donc pas leur faire confiance. Vous regrettez de leur avoir fait confiance à l'époque? Non. Il fallait que la démonstration soit faite. L'histoire présentait deux scénarios possibles. L'un où les 650 points constituaient un programme de base et on avançait. Et on construisait quelque chose d'unique au monde et dans toute l'Europe, un regroupement des gauches sur un programme partagé qui recoupe... C'est pas ce qui s'est passé. Alors d'abord, les communistes ont décidé de partir avec tout le succès que vous savez. Et puis ensuite, on a vu la presse qui me reprochait auparavant de ne pas vouloir de l'Union, s'acharner l'hégémonie, la dureté de Mélenchon. Mais... Alors arrive une élection, l'élection sénatoriale, et les gentils, les bons, les mignons... Et il n'y a pas d'union, mais pour essayer de rendre le sujet de la NUPES grand public auprès de ceux qui nous regardent. Aujourd'hui... Oui, c'est pas grand public, mes explications, les vôtres, oui. C'est très grand public. Vous parlez mieux que moi de la NUPES? Pas du Alors tout. laissez-moi finir ma phrase. Mais juste, on a le sentiment, un, que vous ne vous supportez plus, et deux... Chaque parti de la NUPES, sauf la France Insoumise, a désigné une tête de liste pour les européennes. Qu'est-ce que la NUPES a encore comme réalité concrète? Est-ce qu'il ne faudrait pas juste dire, voilà, là on arrête les frais? Ça serait formidable, hein? Mais non, mais oui, allez. Je vous ai dit tout à l'heure, le but de l'ennemi est d'abord de nous fragmenter le peuple. Alors la couleur de peau, la religion, etc. Puis après, il faut fragmenter l'union. Il y a deux manières de fragmenter l'union.
La première, c'est d'inventer des histoires comme sont en train de le faire les socialistes, les communistes. Tous les jours, ils trouvent un truc. Mais non, on n'a pas dit ça, etc. Si vous avez signé dans mon bureau 640 mesures, vous avez signé... Il y a un programme dans lequel il y a un chapitre entier sur l'Europe, parce que justement, on disait on ne peut pas. Oui, alors comment se fait-il? Pourquoi ne pas prendre acte? Est-ce que vous... Je vais formuler différemment. Je vais vous le dire. Est-ce que vous pensez encore réussir à les faire changer d'avis? Parce que là, en l'état, vous allez partir séparés. Oui, on va voir. La deuxième tactique de l'ennemi, la première, c'est ça. La deuxième, c'est de nous désunir en répétant tous les jours qu'on est désunis. Alors, à droite, ils peuvent se pouiller la tête tant qu'ils veulent, c'est pas un problème. À l'intérieur de la majorité, non. Il y a un grand sujet à discuter. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon ne parle pas trop fort? Est-ce qu'il ne devrait pas changer de ton et devenir plus mielleux? Mais vous voyez que quand je mollis, on me le reproche aussi. Par conséquent, ce qui compte, en étant sérieux, c'est la direction dans laquelle on va. Personnellement, je ne fais pas la NUPES parce que j'aime les autres. Je ne les aime pas. Ah, vous n'aimez pas vos partenaires, non? Non. Ah bon? Je considère que la ligne politique qu'ils ont choisie, ils l'ont fait volontairement. Une écologie qui n'est pas anticapitaliste, pour moi, c'est du jardinage. Donc le ça, socialisme, c'est pour les écologistes. oui, mais je vais continuer. Ouais. Le socialisme qui ne met pas en cause le capitalisme, c'est mignon. Ça, c'est pour Et le PS. communisme qui ne se donne pas comme objectif une révolution socialiste, je me demande ce que c'est. Mais ce n'est pas la raison. Si je suis insoumis, je sais pourquoi je suis insoumis. Sinon, je serais socialiste, je l'ai été. Ou bien vert, ou bien communiste. Je suis insoumis. Et on a fondé ce mouvement avec un programme. Pourquoi ? Dans l'intérêt du peuple et pour vaincre sa misère et abattre les responsables de cette misère. Par conséquent, nous voulons la liste unique aux élections européennes, non pas parce qu'on s'aime, mais parce que c'est nécessaire. Et si on aime le peuple, si on se dévoue à lui, si on lui est voué, alors on fait l'union parce qu'on peut battre tous les autres. Et Monsieur Duhamel, ce qui veut dire que la prochaine fois que je viens ici, après les élections européennes, comme il y aura eu une liste unie et comme on aura battu tout le monde, vous vous direz, oulala, faisons attention, ce Mélenchon pourrait bien être président dans 4 ans. Ou un autre. Donc vous reviendrez juste après les européennes. Si on a gagné aux européennes, je préfère le dire à tout le monde. Si vous voulez vous débarrasser de moi, il faut absolument voter pour nous aux européennes. Parce que ça veut dire qu'on sera en état de présenter une candidature qui tiendra la route. On va continuer cette discussion. Je voudrais juste vous faire écouter... Vous savez qu'on a proposé aux Verts d'être tête de liste? Je sais bien. Vous savez ce qu'ils ont répondu? C'est un piège, ils sont complètement parano. Jean-Luc Mélenchon, vous venez de passer en revue vos partenaires en disant que vous ne les aimiez pas. Écoutez ce que disait vendredi matin Clémentine Autain au micro d'Apolline de Malherbe. Faites stop, voilà, stop, ras-le-bol, qu'on s'en sort plus, voilà. Est-ce qu'on peut arrêter ça? Est-ce qu'on peut arrêter ça? Et quand vous leur dites? Et qu'un tel, j'en ai ras-le-bol, voilà. Donc j'ai pas envie de cotiser à ça. C'est peut-être aussi parce que je suis féministe que je veux. Parce que tout ça, c'est des hommes quand même. Voilà. C'est une histoire de mec, pardon, je vais parler trivialement. C'est ce que dit Clémentine Autain, elle dit ras-le-bol de tout ça. Oui, c'est un grand recul intellectuel de sa part, parce que Clémentine Autain est une intellectuelle qui a écrit de nombreux livres. Et ça a été jusqu'à présent quelqu'un qui, bien sûr, est assez coutumier des initiatives comme ça. Elle avait fait un coup le Big Bang après les européennes, sans prévenir personne. Bon, qui a échoué, évidemment, parce qu'on ne pouvait pas procéder comme ça. Mais là, elle en fait une affaire de caractère. Monsieur Benjamin Duhamel, vous vous rendez compte du recul que c'est? Donc, le problème politique que nous aurions à gauche, c'est mon caractère, celui de M. Roussel. Elle dit aussi ras-le-bol. Il n'y a pas que M. Roussel. Certains ont pu voir cet été vos échanges de tweets interposés avec Olivier Faure. Parfois, c'est vrai que, pardon, il y a un petit côté, entre les partenaires de la NUPES, enfantillage. Voilà, très bien. Vous avez raison, ce sont des enfantillages. Je suis stupéfait d'un niveau de nullité pareil. Vous comprenez? De vous. Ah, de moi? Oui, parce que vous ne regardez pas le contenu. Vous dites c'est des enfantillages. Monsieur, je formule différemment ce que dit Benjamin Duhamel, arrêtez. Quand Monsieur Roussel dit des choses très dures sur nous, là, pas un bruit. Par contre, quand moi je réponds à quelqu'un, arrête de raconter des histoires, comme je l'ai fait cet été. Faure dit, on a gagné en Espagne, c'est pareil, alors on n'a qu'à en faire autant en France. Et qu'il sait comme moi que c'est le mode électoral espagnol qui permet qu'on gagne séparé, parce que c'est une proportionnelle et qu'il n'y a pas de proportionnelle aux législatives en France. D'accord? Donc ils peuvent gagner parce qu'ils peuvent faire rien. Je lui dis, arrête de raconter des histoires. Je ne peux pas, je ne dois pas, c'est ma responsabilité, cautionner l'idée que la division servira à qui que ce soit. Et Jean-Luc Mélenchon, quand et c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas une affaire d'amour. Et quand Clémentine dit c'est parce que je suis féministe, je trouve qu'elle donne en quelque sorte une sorte de qualité génétique au raisonnement que je ne peux pas accepter. Je suis féministe autant qu'elle. Et par conséquent... Elle n'a pas l'air totalement convaincue. Mais c'est pas sur le sujet qu'elle soit convaincue ou pas. C'est qui, en nous écoutant, comprend ce que je suis en train de dire. Jean-Luc Mélenchon. C'est une question politique. Ils ne veulent pas de l'union parce qu'ils ne veulent pas gagner. Et donc, s'il n'y a pas d'union aux européennes, la NUPES?
si, il y aura une liste d'union aux européennes. Les jeunes ont pris Sans vos l'initiative. partenaires. Oui, mais vous êtes toujours là pour annoncer les désastres pour nous. Bah, non. Ben alors écoutez, J'essaie de alors poser des questions. pourquoi vous dites si? Et si quelqu'un fait mieux que vous allez être viré? Ça, Sans j'espère doute. pas, mais ça eh peut, ben ça voilà. peut toujours Oui, arriver. Monsieur Duhamel, vous êtes donc comme moi. Vous espérez toujours le meilleur et vous vous battez. Vous vous dites, on ne me virera pas tant que je serai très bon. Hein, je vais tenir tête à Mélenchon, vous allez voir ce que c'est. C'est pour vous dire, on en est tous au même point. On espère le mieux et on se bat pour le mieux. Voilà ce que je fais. Le temps file. Vous parliez de votre style. Je voudrais vous soumettre une phrase qu'a prononcée François Ruffin à votre égard. Enfin, à votre égard, à l'égard de la France insoumise en général et donc en filigrane de votre style. Est-ce qu'il s'agit d'être applaudi dans une AG de sociologie à Nanterre ou de convaincre au-delà? Pourquoi demeurer dans la culture minoritaire? Il ne faut pas que les gens pensent qu'on est des mangeurs d'enfants. Est-ce qu'il ne pointe pas un vrai problème quand on voit par ailleurs que tous les sondages montrent que Marine Le Pen n'a jamais été aussi forte, en Il faut dynamique? dire que vous lui cirez les pompes à longueur Non, d'année. arrêtez. Si, non, allez, c'est bon, Tire pas les continuez. pompes. Eh ben voilà, ma question. Est-ce que François Ruffin ne souligne pas quelque chose de pertinent que peut-être au fond vous créez une sorte de plafond de verre avec ce style? Et voilà. Et c'est un plafond de verre qui a tendance à monter en même temps que moi. Parce que j'avais le plafond de verre à 3,5 et on me disait vous êtes excessif. Puis à 12, puis à 19 et enfin à 22. Le suivant ou la suivante fera sans doute mieux et le plafond de verre montera avec. Pourquoi? Parce que nous devons d'abord nous comporter à la hauteur de la souffrance des gens que nous représentons. Vous avez vu ce sondage? Qui incarne le mieux l'opposition à Emmanuel Macron? 45% Marine Le Pen, plus 9 points, 19% Jean-Luc Mélenchon et la NUPES, moins 5 points. Non, ça n'existe pas. Non. D'accord. Non. On nous a bourré la tête pendant je ne sais combien de temps. L'opposition à Le Pen, à Macron, de la part de Le Pen, non mais vous rigolez, ils votent les lois avec eux. Visiblement, c'est pas la perception des Français. Voilà, c'est pas la perception, ma pauvre dame. C'est pas sérieux, c'est pas sérieux. Comment vous expliquez les autres sondages, ceux qui nous donnent raison sur à peu près toutes nos idées? Et c'est bien précisément peut-être la façon dont vous les exprimez. Mais écoutez, si vous faisiez votre métier au lieu de vous mêler du mien, parce que vous êtes de l'information, la communication, c'est la nôtre, et elle est plutôt bien faite, puisqu'on ne cesse de progresser. Monsieur Duhamel, cesse-t-on ou non de progresser? Dans les votes, hein, pas dans les sondages. Dans les sondages, on recule tout le temps. Mais dans les votes, est-ce que je ne suis pas arrivé à 22%? Si, mais Marine Le Pen était au second tour et pas vous. Voilà. À cause de quoi, monsieur? À cause, ah oui, c'est vrai, de la candidature de Fabien Roussel. Non. Pourquoi Fabien Roussel? Il y avait les deux autres aussi. Non, je vais vous dire, parce que nous n'avons pas réussi à convaincre assez de monde dans les cités populaires que ça valait la peine de sortir. Et c'est toujours le problème que nous avons. Si le peuple se mêle de ses affaires, nous avons gagné. Il faut donc le faire en respect pour lui. Le peuple n'aime pas qu'on se dispute quand unis on pourrait gagner, car nous rallongeons ses souffrances. Mais je termine en vous disant que le ton, c'est quand même extraordinaire de voir. Moi, je vous trouve très fort, tous autant que vous êtes. Parce que nous avons un groupe parlementaire. Et de quoi parle-t-on à son sujet? De son ton. On ne voit pas les autres qui crient, on voit que nous. Un groupe qui fait du boulot, qui présente des rapports, qui présente des milliers d'amendements. Vous êtes sûr que vous gagneriez face à Marine Le Pen, vu ces sondages-là, si vous vous retrouvez? Vous dites souvent, à la fin, ce sera eux ou nous, comprenez? Marine Le Pen et la France Insoumise. Oui. Est-ce que vous êtes sûr que vous gagnez? Mais monsieur, si on ne fait que les choses dont on est sûr, on se pend tout de suite, parce qu'on est sûr de tous mourir. Donc autant en finir tout de suite. Donc tout ça n'a pas de sens. Il faut mener les batailles qui valent la peine d'être menées. Et ceci, il faut le faire sans espoir de récompense. La vertu consiste à faire ce qui est bon pour tous, quel que soit le résultat qui en résulte. Donc je me battrai, et les autres avec moi, jusqu'au bout. Et je pense que nous vaincrons Madame Le Pen, et aussi Monsieur Macron, soit dit par parenthèse, lui ou son remplaçant. Il y a les sondages désagréables, et puis il y a ceux qui le sont un peu moins. Sans doute, vous les regardez un petit peu plus. Il y a un sondage Harris que j'ai lu cette semaine qui vous mettait dans la plupart des hypothèses de premier tour qualifiées au second tour. 7 sur 8. 7 sur 8, voilà, sauf quand c'est Édouard Philippe qui est le candidat de la majorité. Est-ce que ça vous donne des idées? Déjà, je suis comme tout le monde, hein, j'aime bien les bonnes nouvelles. Et d'une manière générale, je suis comme vous, je regarde l'horoscope. Quand il est bon, je me dis « Ah !» et quand il est mauvais, je dis « Quand il est mauvais, vous dites « Je regarde pas ça, ce sondage n'a aucun intérêt ». Parce que ça démoralise. L'âme humaine. L'âme humaine, parce on se bat quand on croit à ce qu'on fait. Alors oui, c'est plutôt une bonne nouvelle, puisqu'il faut que tous les autres, même tous les autres ensemble, n'arrivent pas au même niveau d'évaluation dans le sondage. Mais pour vous, est-ce que ça vous dit, au fond, il faut que le candidat ce soit moi, je suis le mieux placé? Non. Moi, j'ai un plan de marche, et je le respecterai jusqu'au bout. À savoir? Si le président Macron s'en va demain matin, c'est moi le candidat, c'est sûr. Parce que... Donc si l'élection avait lieu demain. Voilà, bon. Dans 4 ans, mon devoir de responsable politique, de fondateur d'un mouvement politique et d'une union, mon devoir est de faire en sorte qu'on puisse se passer de moi. Voilà. C'est mon devoir. Et donc, j'y travaille. J'y travaille
en évitant de faire les 2 erreurs que j'ai vues faites par d'autres. Le président Mitterrand avait choisi son successeur. On s'est tapé 10 ans de guerre civile interne grâce à ça. Pour rien. Donc c'est juste pour résumer, si il y a quelqu'un qui émerge, dans ce cas-là, vous laisserez la place, et sinon, catastrophe, manque de chance, vous serez obligé d'être de nouveau candidat à l'élection présidentielle. Mais non, vous êtes un jeune homme, vous comprenez pas. Je vais vous expliquer quelque chose. J'aurai 76 ans, monsieur Duhamel. Il est donc normal que je pense à l'idée que, en toute hypothèse, dans 5 minutes, il peut m'arriver quelque chose. Vous aussi. Mais la probabilité pour moi est un petit peu plus grande que pour vous. Enfin, je sais pas comment vous vivez, mais voilà. Bon, voilà, je suis obligé de penser à ça. Et j'espère de tout mon cœur, de toute mon âme, qu'on sera capable de produire une femme ou un homme. Et on est bien parti pour ça. On est bien parti pour ça. La France insoumise a plutôt un problème de trop que de pas assez. Nous avons des problèmes de riches pour l'instant. C'est-à-dire que nous avons des personnalités flamboyantes. N'est-ce pas? Mathilde Panot est une femme flamboyante qui vient de faire, sous vos yeux ébahis à tous, à 34 ans, elle a déjà fait 5 motions de censure contre un gouvernement. Alors on mesure la qualité des futurs candidats au nombre de motions de censure? Bien sûr, je suis assez stupide pour dire ça, monsieur Duhamel. Pas du tout, vous venez de dire ça. Pourquoi vous posez une question aussi bête? Vous dites sous vos yeux ébahis, elle a fait 4-5 motions de censure. Oui, donc monsieur comme Duhamel, ça que vous mesurez la qualité des futurs candidats. Entre autres choses, c'est ça que vous vouliez me faire dire, ou vous m'interrompez juste pour le plaisir de dire une méchanceté? J'essaie de vous poser une question. Non, vous ne posez pas une question, vous dites une méchanceté gratuite. Je suis assez intelligent, et j'ai fait assez d'études et assez vécu pour évaluer les gens d'une manière générale. Je pense en effet qu'une femme qui crée un style, qui a une capacité comme elle d'invention, d'intervention publique, qui tient tête à 2 premiers ministres déjà, et qui a organisé le plus grand référendum contre le nucléaire qu'il y ait jamais eu dans ce pays, et sur l'eau. Cette femme est hors du commun, oui, je le pense. Et je pense que la même chose de Manuel Bompard, qui lui a un style plus froid, qui est un ancien ingénieur, eh bien, cet homme et d'autres, je pourrais vous citer Clémence Guettet, et j'ai vous cité François Ruffin. Et Jean-Luc Mélenchon, vous anticipez une question qu'on voulait vous poser. Regardez, on va voir apparaître ceux qui sont susceptibles, juste derrière moi, regardez, ceux qui sont susceptibles de vous remplacer précisément. Alors d'abord, on fait à gauche. Vous avez donc François Ruffin, Clémentine Autain, Sandrine Rousseau, vous-même, Bernard Cazeneuve, Fabien Roussel. Est-ce que vous pouvez dire un mot sur l'un de chaque? Donc François Ruffin. Non, je refuse de me livrer au petit jeu de massacre auquel vous m'invitez. Pourquoi un jeu de massacre? C'est pas forcément pour dire des méchancetés. Vous attendez quand même pas à ce que je dise qu'il faut voter pour M. Roussel, quand même. Non, c'est un mot. Un mot, c'est parmi les prétendants, un mot pour les qualifier. Non, ça m'intéresse pas. Passons à la droite. Alors, attendez, si vous le permettez, dans ce cas-là, on va rester sur ceux qui sont à gauche. Est-ce que François Ruffin... Mais déjà, pourquoi il n'y a pas ici Mathilde Panot? On a fait un choix éditorial. On aurait pu le rajouter, effectivement. Et Bompard. Parce que c'est lui le coordinateur, c'était la présidente du groupe. Il y a Manon Aubry, qui est la présidente du groupe. C'est vrai. Au Parlement européen. Pourquoi moi? Est-ce que le mieux placé, c'est François Ruffin? Pour l'instant, on dirait, puisque sur tous les plateaux, vous ne me parlez que de lui et vous essayez de l'opposer à moi. Et moi, j'ai dit, si François est le meilleur, alors il est le meilleur. Mais est-ce que vous le pensez? Mais c'est une autre paire de manches, ce n'est pas le sujet. Tant qu'on désigne un insoumis, je suis content. Alors l'insoumis... Parce que figurez-vous, puisque vous voulez parler de François Ruffin, François Ruffin a très bien évolué. Déjà, il pense qu'il y a des choses qu'il ne faut plus faire. Aller devant l'Élysée et dire qu'il va y avoir un attentat contre le président de la République. Il a bien fait de renoncer à ce genre de méthode. Quant aux dernières universités d'été, il a dit, au fond, les tours et les faubourgs, c'est le même problème. C'est ma ligne. Et quand il dit le problème, ça n'est pas le fond, mais le ton, ça veut dire que nous sommes d'accord. Moi, je célèbre ce qui nous est en commun, pas la bisbille. Moi, j'ai aucun intérêt dans cette histoire. Je n'en ai plus aucun. Sinon, de faire en sorte que la ligne politique qui a été tracée au cours de 3 élections présidentielles, rupture avec le capitalisme, collectivisme, écologie, soit appliquée. Voilà ce que j'ai à dire. À droite, vous avez les candidats potentiels de la majorité, Bruno Le Maire, Édouard Philippe, Jean Castex, Gabriel Attal, Gérald Darmanin. Le plus dangereux, celui qui est le plus à même d'être un adversaire redoutable pour vous? Bon, alors après, il y a aussi les paramètres personnels qui jouent, monsieur Duhamel, que voulez-vous que je vous dise? Monsieur Darmanin, tout ce qu'il trouve à faire samedi dernier, c'est de m'insulter sur le service public en disant que je suis drogué. Franchement, faut pas me demander après d'être 200 francs. Alors, on retire Gérald Non, Darmanin. mais lui, il est intéressant parce qu'il fait le pont entre l'extrême droite et la droite. Il a compris qu'il faut être, comme ils disent, populaire. Hein, voilà. Bon, après, les autres, il y en a des coefficients de sympathie plus ou moins grands. Édouard Philippe nous a traités dur, tapé dur quand même. 32 éborgnés pendant les Gilets jaunes, c'est lui. Hein. Jean Castex?
Alors, il est plus sympa, il faut dire ce qui est, dans le contact personnel. Hein. Et ça ferait un bon candidat pour la majorité présidentielle? Pour nous, c'est plus difficile, hein, c'est clair. Monsieur le maire est un personnage assez brillant, alors il est très libéral, donc sa doctrine ne vaut pas un clou et elle est plantée partout, mais si vous voulez, ça le fait, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et Gabriel Attal? Non. D'accord. Donc les deux favoris, je sens du côté de Gabriel Attal, déjà, c'est un renégat. Il était au PS avant. Bah, c'est pas interdit d'avoir été au Parti Socialiste. Oui, mais pour passer à droite, si, c'est interdit. Vous permettez de dire que c'est interdit? Vous dites ce que vous voulez. On peut être socialiste, puis après se radicaliser, comme ça a été mon cas, et dire, ah bah là, en fait, moi, je me suis pas radicalisé. Il vaut mieux faire dans ce sens-là, plutôt que dans l'autre, c'est ce que vous dites. J'ai une dernière question à vous poser. Allez-y. Jean-Luc Mélenchon. À votre sourire, je devine, ça va pas être un cadeau. Non, pas du tout, c'est une question peut-être un peu plus intime. Je ne sais pas si vous avez entendu, lu Alain Juppé, cette semaine, l'ancien Premier ministre, qui est maintenant membre du Conseil constitutionnel. Il a sorti ses mémoires. Et il était interrogé cette semaine sur son âge et sur le temps qui passe. Écoutez-le. Qu'est-ce que c'est que la mort? C'est un instant. Hein. Ce qui me fait peur, c'est la déchéance physique, c'est la souffrance, voilà, pour moi-même et pour ceux qui sont autour de moi. Et au fur et à mesure que le terme se rapproche, c'est une question qui vous hante davantage. J'admire ceux qui savent, qui ont reçu la grâce, il y en a beaucoup. J'admire ceux qui savent qu'il n'y a rien, d'une certaine manière, parce qu'ils ont réglé le problème. Et moi, je suis entre les deux et je cherche. J'ai plus beaucoup de temps. Vous avez peur du temps qui passe, Jean-Luc Mélenchon? Non. J'entends ce qu'il dit, hein, avec beaucoup de sympathie, je peux le dire, en tout cas d'empathie. Hein. Et puis surtout la fin de ce qu'il dit, parce que ce sont des questions qu'on est tous conduits à se poser à n'importe quel âge dans la vie, ce qu'il faut attendre du futur ou pas. Non, le temps qui passe m'excite extraordinairement. Je trouve notre époque incroyablement intéressante. Je ne fais pas partie de ceux qui disent avant c'était mieux. Non, non, j'y étais, je peux vous dire que c'était pas mieux. À mains égards, c'était pire. Donc beaucoup de choses ont bien avancé. La mort ne vous fait pas peur? Parce que c'est ce que... Enfin, il dit peut-être pas qu'il en a peur, mais en tout cas, il dit, voilà, c'est vrai que c'est des interrogations comme vous, qui monsieur arrivent. Duhamel, vous, si je vous demande, est-ce que vous avez peur de la déchéance physique? Ben, vous me répondez oui. Parce que vous pouvez en sortir, vous planter avec votre scooter, et puis quick, hein, bon, comme tout le monde. Donc on en est tous au même point, à se poser des questions, etc. Mais si on réfléchit au thème de la mort, je suis un stoïcien. Donc je ne suis pas concerné. Parce qu'avant, elle n'a pas lieu, et après, on n'y est plus. Donc, ce qui doit arriver. Il faut arriver à se pénétrer de cette réalité-là pour recevoir le bonheur de vivre et l'excitation du bonheur de vivre à part entière. Chassez les pensées qui vous retranchent de la vie. Accueillez celles qui vous engagent à en faire toujours plus. Voilà comment moi je vois le futur. Après, je suis comme vous, comme tout le monde. J'ai pas envie d'avoir mal, quoi. Merci beaucoup, Jean-Luc Mélenchon, d'avoir été l'invité de C'est pas tous les jours dimanche.